Nous sommes le 11 novembre 2006, au large des Antilles françaises. Ce cargo est en route pour l'Espagne. À son bord, 14 membres d'équipage. Il fait nuit noire. Une unité puissamment armée des commandos marines se prépare à donner l'assaut. Ces images exceptionnelles ont été filmées par la marine française. Le moment est extrêmement délicat et dangereux. D'après un renseignement américain, les trafiquants de drogue pourraient se trouver à bord du navire. Des fouilles sont entreprises. Au fond d'une soute à gasoil, une cache est découverte. À l'intérieur, des pains de cocaïne par centaines. En tout, 4 tonnes 3 de poudre blanche. Une prise exceptionnelle, la plus grosse jamais réalisée par la France. Les Antilles françaises, le paradis des vacanciers. Derrière la carte postale, une toute autre réalité. Celle du trafic illicite qui génère le plus d'argent après celui des armes, le trafic de drogue. Depuis quelques années, les prises se multiplient dans la zone. Et pas une semaine ne passe sans que les journaux n'évoquent une nouvelle affaire liée au trafic de stupéfiants. En 2006, 80% des saisies françaises de cocaïne ont été effectuées au large des côtes antillaises. Les Antilles françaises, nouvelle plaque tournante de la drogue. Douane, marine, police, gendarmerie, l'ensemble des forces qui luttent contre ce trafic sont mobilisées. Leur mission, démanteler la Caraïbe Connection. Voici le cargo panaméen arraisonné par la marine française il y a quelques mois. Le navire est à quai. Il est devenu une pièce à conviction dans cette affaire et a été placé sous scellé dans l'attente des suites de l'instruction du parquet de Fort-de-France. Le Ciudad de Oviedo figurait depuis longtemps sur le fichier des bateaux suspects qui naviguent dans la zone. Après son arraisonnement spectaculaire et la découverte de sa cargaison, il a fallu 12 heures pour pomper le gasoil et extraire des cuves son précieux butin. 4 tonnes 3 de cocaïne. Ce genre de prise reste exceptionnel. Elle n'aurait pas été possible sans une coopération entre les services de l'État français. Une coopération qui n'existait pas il y a encore quelques années. Romuald de Muller est le chef de l'antenne Caraïbe de l'Office central de répression contre le trafic de stupéfiants. Jusqu'à présent, la marine, les douanes, la police et la gendarmerie opéraient de manière dispersée dans la zone. Depuis la création de cette antenne en 2004, le renseignement est coordonné ici. Le but, agir en amont contre l'afflux de cocaïne vers l'Europe. Alors on a ici une armoire forte dans laquelle on stocke les prises de cocaïne. Vous imaginez qu'on a eu des affaires l'année dernière où on a saisi 4 tonnes 3 et 1 tonne 8 sur des bateaux. Dans ce type d'affaires, la cocaïne est détruite dans les 48-72 heures qui suivent l'arrivée du bateau à quai, parce qu'on ne peut naturellement pas stocker des quantités aussi importantes. Alors voilà à peu près, je veux dire, un pain classique de cocaïne, hein, qui fait, grosso modo, ce sont des pains de 1 kg. Donc il y a une protection à film plastique et puis la plupart du temps également on trouve un logo qui est en fait une marque de fabrique qui est du cartel d'origine, qui reprennent des logos qui sont connus. Enfin, il y a une ribambelle de logos différents qui nous permet, qui peut donner une certaine traçabilité du produit. Depuis la création de cette antenne, des prises records. En 2006, 8 tonnes de poudre blanche ont été saisies par la France dans la zone Caraïbe. Une goutte d'eau comparée aux 1000 tonnes produites chaque année par les pays d'Amérique du Sud, la Colombie en tête. 2 tiers de cette marchandise est destinée au marché américain. 300 tonnes, un tiers, part à présent vers l'Europe, qui est devenue le nouvel Eldorado des trafiquants. Les cartels ont
compris qu'en Europe, il y avait encore des marchés à conquérir dans ce domaine, ce qui n'était plus trop le cas aux États-Unis, puisque les États-Unis sont arrivés un peu à saturation. Il y a États-Unis, Canada, qui absorbent grosso modo 600 tonnes à l'année au jour d'aujourd'hui, mais le marché porteur pour les organisations criminelles, c'est l'Europe. L'Europe, où la demande est de plus en plus forte. La cocaïne est un puissant psychotrope aux effets similaires à ceux des amphétamines. Cette substance, issue de la feuille de coca, n'est plus consommée uniquement dans les milieux aisés. Elle s'est démocratisée. Les deux raisons principales, le niveau de vie a augmenté et les prix ont été divisés par 2. Il y a 7 ans, un gramme de cocaïne était vendu 150 €. Aujourd'hui, il n'en vaut plus que 70. Dans cette lutte contre le narcotrafic, l'armée est en première ligne. Nous sommes vendredi matin. Le commandant supérieur des forces armées aux Antilles se rend au PC de crise pour le briefing hebdomadaire. À ses côtés, les officiers de la marine qui ont participé à l'arraisonnement du Ciudad de Oviedo. Amiral, donc je vais vous présenter la situation renseignement en matière de narcotrafic dans la mer des Caraïbes et en Atlantique. Donc dans l'Ouest Caraïbe, les Américains signalent un bâtiment qui partirait d'Haïti à destination des Bahamas. Un bateau faisant route vers les États-Unis a été signalé. À son bord, il pourrait y avoir plusieurs kilos de cocaïne. Pour amener la marchandise à destination, les narcotrafiquants semblent avoir trouvé un nouveau point de chute. Il s'agit d'Hispaniola, cette île divisée entre Haïti et la République dominicaine. Alors ce qui est intéressant dans ce mouvement, ça confirme le développement d'Hispaniola comme une véritable plaque tournante du trafic, avec parfois jusqu'à 3 mouvements aériens par semaine à destination de cette île, du Venezuela et de Colombie. Comprendre quelles sont les routes empruntées par les trafiquants, la tâche est extrêmement difficile. La mer des Caraïbes fait 5 fois la taille de la France. Et la surveillance doit aussi s'opérer de l'autre côté de l'Atlantique, car la drogue, destinée au marché européen, transite désormais par l'ouest de l'Afrique. Pour déceler les ruses des trafiquants, le renseignement est la clé de la réussite. À ce jeu-là, les Américains sont sans conteste les champions. Depuis longtemps, les États-Unis ont déployé les grands moyens pour stopper une criminalité qui alimente les réseaux terroristes. Depuis septembre 2001, cette lutte est devenue une priorité, y compris pour la France. Donc il y a eu une montée en puissance dans la zone Caraïbe de cette lutte, à l'initiative des Américains qui ont démarré il y a 15-20 ans, déjà, qui ont été les précurseurs dans cette lutte, et qui petit à petit ont amené à leur côté l'ensemble des pays occidentaux présents dans la zone pour partager cette responsabilité et faire en sorte que l'ensemble des moyens des administrations, donc administration civile ou forces armées, soient disponibles pour ce que l'on peut qualifier maintenant de véritable guerre. La lutte contre le narcotrafic, c'est une guerre contre le narcotrafic. Une guerre, le mot est lâché, et les moyens sont à la hauteur de l'enjeu. Les commandos marines en sont l'incarnation la plus spectaculaire. Ces unités d'élite spécialisées dans l'assaut en mer sont entraînées pour ces missions à haut risque. Ils doivent se tenir prêts à intervenir à tout moment. Frégate de surveillance, armes lourdes, hélicoptères de combat. La marine n'hésite pas à déployer un arsenal impressionnant pour combattre le cartel. Comme dans toutes les guerres, chacun déploie sa force de frappe pour intimider l'adversaire. Le symbole de cette force, un tableau de chasse, 6 flocons de cocaïne dessinés sur la coque de la frégate. Plus de 6 tonnes de cocaïne saisies depuis 2001. Le commandant de la frégate nous reçoit à bord de son navire, le Ventose. Pour lui, la guerre contre la Caraïbe Connection doit se faire à armes égales. C'est comme dans les films. Ce que vous voyez sur la mafia sud-américaine, eh bien c'est exactement pareil. Donc ce sont des organisations mafieuses extrêmement puissantes en termes financiers et en termes humains, parce que les trafics génèrent énormément de bénéfices, et à ce titre, elles peuvent se doter de matériel et de moyens humains considérables. Donc si vous voulez, on s'attaque quasiment à des organisations paramilitaires. Face à ces organisations, la menace est bien réelle et une intervention peut dégénérer à tout instant. Les échanges de tirs ne sont pas rares, comme lors de cet arraisonnement en 2002. Pour les trafiquants, l'enjeu financier est tel que tous les moyens sont bons pour faire passer la drogue, et leur imagination est sans limite. Leurs modes d'action sont extrêmement ingénieux et très volatiles.
chaque fois que la menace se précise, ils vont changer de mode opératoire. Et on en trouve de plusieurs types qui sont des airdrops, en effet, c'est-à-dire d'utiliser des petits bimoteurs capables d'aller en haute mer pour aller avec un rendez-vous avec un petit porteur, de larguer rapidement en mer 1 ou 2 tonnes de cocaïne. Cette même cocaïne va être montée à bord du bateau, puis ensuite transbordée sur un autre cargo. Donc la cocaïne est très difficile à suivre. C'est justement cette espèce de flou dans lequel ils évoluent qui est pour nous une difficulté supplémentaire. Et le véritable cauchemar pour les services de l'État, c'est ce type d'embarcation, les Go Fast. De simples bateaux de pêche surmotorisés avec 5, parfois 10 moteurs à l'arrière, qui, comme leur nom l'indique, sont capables d'atteindre une vitesse record sur l'eau, plus de 80 km/h. Les Go Fast circulent surtout la nuit pour éviter d'être repérés. Véritable Ferrari des mers, un Go Fast sert généralement à ravitailler d'autres bateaux stationnés au large. À leur bord, les trafiquants peuvent embarquer plusieurs tonnes de cocaïne. Les Go Fast de cette taille-là sont avec un nombre de moteurs. On voit derrière tous les bidons qui sont souvent des bidons d'essence qui servent à alimenter les moteurs et la marchandise se trouvant le plus souvent sur l'avant. C'est toujours pareil, quoi, avoir des embarcations qui permettent de stopper ce genre d'individus alors qu'ils ne veulent pas s'arrêter, il n'y a pas 50 solutions, quoi. Je veux dire, il faut une intervention forte. Démonstration avec ces images infrarouges de la marine. À bord de l'hélicoptère, les tireurs d'élite visent d'abord à côté du bateau pour l'arrêter. C'est ce que l'on appelle des tirs d'avertissement. Refus d'obtempérer, seconde rafale de mitraillette. Cette fois-ci, ce sont les moteurs qui sont visés. Le bateau est finalement immobilisé. Des tirs autorisés à titre exceptionnel par le Premier ministre, l'ordre étant relayé par le préfet de région, responsable de l'action de l'État en mer. C'est un petit peu un jeu de poker, hein, je veux dire. Chacun doit essayer de savoir ce que l'autre a dans son jeu. Et nous, on est en perpétuelle évolution au niveau de nos méthodes, au niveau de nos techniques, pour s'adapter justement à leurs propres évolutions. Pas de répit pour les trafiquants. La chasse se poursuit dans les airs, avec les douaniers. Leur mission, chaque jour de l'année, cibler les embarcations suspectes en mer. C'est 30. Cohérent, Roger. La zone d'action est immense. Elle s'étend des îles Vierges au nord, à la Guyane au sud. 40-73 vers Delta, Fox Chariot 2. La priorité demeure les Antilles, où le trafic est extrêmement dense. Près de 500 mouvements de bateaux y sont signalés chaque semaine. Autant dire qu'il faut avoir l'œil et savoir quel type de bateau l'on recherche. Mission du jour, pister la route d'un voilier suspect, repéré le matin même par l'avion. 13 degrés nord. Oui, 30 minutes. 20. 60. 6-0. 6-0. Sur la position que je viens d'enregistrer, on va essayer de relocaliser un bateau qui est petit et un bateau qui, en toute rigueur, ne vient pas naturellement aussi loin des côtes. Le bateau est trop petit pour venir aussi loin des côtes. Alors soit on a affaire à quelqu'un qui est un vrai marin, avec peu de moyens, parce qu'il a un petit bateau, soit on a affaire à un trafiquant qui veut éviter jusqu'au dernier moment les zones de contrôle. Roger, je répète pour le bateau, petit sloop, 9-10 mètres, c'est ça, avec un roof en dur. Ce qu'on verra, c'est le moteur, ce qu'on verra, c'est l'annexe sur le pont avant, et puis le génois qui est bordé de bleu. Et Tobago qui est sûr. La surveillance s'effectue en temps réel. L'avion est doté d'un véritable poste de contrôle. Grâce au radar embarqué, la position du bateau est détectée. Sa trajectoire est même filmée par une caméra placée sous l'avion. Ces images serviront de preuve pour l'enquête. Des risques, là aussi il faut en prendre. L'avion doit descendre assez bas, jusqu'à 15 mètres d'altitude, pour avoir une bonne vision de l'objectif. La priorité, rester le plus discret possible. Il s'agit de ne pas être vu ni entendu. Donc ce qu'on va tenter de faire, c'est de se mettre dans le vent et de se mettre dans le soleil. La nuit, c'est un petit peu différent. La nuit, il y a beaucoup moins de bruit ambiant, donc les gens sont beaucoup plus à l'écoute. D'autant que lorsqu'on navigue de nuit, généralement, il y a quelqu'un sur le canot et ça, les gens observent. C'est un gros cargo. Alors, comment il s'appelle le bestiau? Un peu besoin des jumelles, là. Panama. Hyundai Allison, Panama. Le travail est méticuleux. Sur le trajet de l'avion, chaque embarcation est prise en photo.
Son nom, sa nationalité et sa position sont répertoriés dans une base de données. L'œil est constamment en alerte. Je le vois, moi, il est blanc. Là, il y a 10 heures. Ouais. C'est pas un voilier? Non, non, c'est pas un voilier. Ça, c'est pas le voilier, là? C'est un bateau en plastique, a priori, donc qui répond peu, qui apparaît peu sur le radar. Donc il se peut qu'on ait été en limite de portée radar et qu'on ne l'ait pas trouvé. Le problème, c'est que s'il a vraiment, si c'est un marin rusé, il se peut qu'il ait fait carrément demi-tour. Et là, la zone de recherche s'agrandit considérablement. Et il se peut aussi qu'on le perde. Ça arrive. C'est une situation qu'on n'aime pas beaucoup. Nous, on connaît les Russes des trafiquants et ils connaissent nos Russes, évidemment. Et en fait, lorsqu'on détermine ensemble, nous, douaniers, et de l'autre côté, les trafiquants, les meilleures zones de passage, les meilleurs moments de passage, on s'y retrouve fatalement, puisque nos conclusions arrivent aux mêmes endroits, au même moment. Pour échapper à la vigilance des douaniers, les trafiquants ont trouvé un moyen de démultiplier les possibilités de contrôle en déchargeant la marchandise en pleine mer. L'objectif est toujours le même, brouiller les cartes. Un des modes d'action des fraudeurs est maintenant la rupture de charge, c'est-à-dire que le bateau part à vide, il charge en pleine mer, il transfère sa cargaison sur un autre bateau et ainsi de suite, pour arriver à sa destination dans la même configuration qu'au départ, c'est-à-dire vide. Mais la quantité de matière fraudée a été transportée, transbordée d'un bateau à l'autre. Alors c'est pas un voilier, ça c'est certain, donc c'est pas le nôtre. Par contre, si on trouvait le nôtre à côté, il y aurait pu y avoir une rupture de charge ici. Donc celui-là devient peut-être intéressant. Un bon trafiquant fera un bon douanier, et un bon douanier fera un bon trafiquant, tant nos métiers sont proches, mais évidemment radicalement opposés, parce que nous, on est chargés de les chasser, et leur métier, c'est de ne pas se faire prendre. La mission est terminée pour aujourd'hui. Retour sur la terre ferme. Cette fois-ci, les trafiquants ont été les plus forts. Ils ont échappé à la vigilance des douaniers. Les Antilles ne sont pas qu'un lieu de passage pour la cocaïne. Elle est aussi consommée localement. À la tombée de la nuit sur Fort-de-France, la population déserte le centre-ville. C'est ici, sur ce bout de territoire français, que la Caraïbe Connection écoule sa mauvaise came sous sa forme la plus destructrice, le crack. 20% de la drogue qui part d'Amérique du Sud est revendue ici. Le reste part vers l'Europe. Il est 22 h. La brigade des stupéfiants est de sortie. Les deals de crack se font surtout la nuit. Cette drogue bon marché fait des ravages en Martinique depuis plusieurs années. Bonsoir messieurs. Service de police. Combien? Non, c'est juste un petit contrôle. Qu'est-ce que tu fumes là? C'est qui ça? Pas moi ça. Pas moi. Voilà. Donc typiquement une pipe de crack. Hein. Bon. Tu as du crack sur toi? Ouais, non, j'ai pas de crack sur moi. Tu as fumé tout ton crack? Moi? Banni crack encore. La pierre du diable, comme on l'appelle ici, est fumée en pleine rue dans des pipes fabriquées avec des tuyaux de plomberie. Bon, une pipe de crack encore? Et les armes circulent aussi. Ciseaux. Bien équipé. Mais non, monsieur. Tiens, si vous voulez surveille le pont, Malé. 2 minutes. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que là, c'est pas pour faire un sandwich, ça. Hein? Là, c'est pas pour faire un sandwich. Je n'ai jamais blessé qui que ce soit, monsieur. Ouais, mais vous l'avez. Oui. Bon. Je n'ai jamais blessé qui. Monsieur, on vous a pas dit que vous avez blessé, vous portez une arme blanche, c'est tout. Ok. C'est vous qui vivez. La police se dit débordée par un phénomène qui atteint désormais toutes les couches de la société. Hé, Jean-Marc! Jean-Marc! Le crack, c'est une drogue qui ne coûte pas cher. Et en plus de ça, on n'a pas besoin de fumer beaucoup de crack pour être accroché. Il suffit de fumer une fois et l'affaire est dans le sac. Hein. En pleine journée, la face de la ville a changé, mais ce n'est qu'en apparence. Dans la rue, des ombres, des zombies, souvent des accros au crack, qui vivent dehors. On en compte plusieurs centaines sur Fort-de-France.
Quand on va à leur rencontre, le discours est toujours le même. Une fois qu'on a goûté au crack, il est déjà trop tard. Ça te ronge la tête et puis ça te contrôle. Hello. Ce produit-là, je ne sais pas ce qu'il a fabriqué, mais la personne qui a fabriqué ce produit-là ne mérite pas d'être sur la terre. Hein. Il faut savoir contrôler ça. Sinon, tu peux te laisser aller voler chez les gens, braquer les gens, et puis après, tu as une mauvaise renommée. Alors, il faut savoir contrôler ça, même si c'est un truc qui est fort, mais c'est dans la tête que ça se passe. Le crack agit de façon plus rapide et plus violente que la cocaïne. Le produit provoque un flash très bref et peut entraîner un arrêt cardiaque. La prise de crack entraîne une très forte dépendance psychologique et il n'existe aucun médicament de substitution. Le professeur Charles Nicolas dirige le centre de soins et de réinsertion pour toxicomanes de la Martinique. Il y a des complications psychiatriques qui sont extrêmement nombreuses, avec perte de repères, perte du sens des réalités, délire, impression qu'on va les tuer, qu'on leur en veut en tout cas, méfiance très pathologique. Vraiment, ce sont des sensations pour le sujet, quand il en parle, qui sont extrêmement désagréables. Avec le crack, on se rend compte qu'il y a des moments où l'envie impérieuse de drogue vient presque de l'extérieur, tellement elle téléguide le sujet, elle s'en saisit et elle le pousse à acheter de la drogue. Dans la majorité des cas, le taux de rechute est très important. Ce centre de réinsertion est le seul qui propose à ces anciens toxicomanes des cures de longue durée. Pascal a 40 ans. Il était comptable, père de famille. Il a tout perdu le jour où il est tombé dans le crack. Le produit, il a vie en moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que depuis que j'ai fumé, si vous voulez, par l'envie, le plaisir, donc c'est à vie, c'est des capteurs. Ils ont tout capté, c'est à vie. C'est comme si ma peau, ma main là, c'est à vie que je l'ai. T'as plus de repère, tu vois que la calme, du soir au matin. C'est l'appel du produit, c'est l'appel, c'est la dopamine. Tu es aimanté. Ce phénomène de dépendance a une conséquence locale. Il entraîne une hausse de la délinquance. Marc Perrault est le chef de la sûreté départementale. Oh bah lui, ça fait partie de la population errante de Fort-de-France. C'est des gens qui sont la plupart du temps désocialisés, qui sont SDF et qui traînent la journée à la recherche de bouffe ou de petits larcins pour pouvoir payer leur crack, quoi. Leur dose de crack quotidienne, voire bi ou tri quotidienne. La police le sait. Toute la petite et moyenne délinquance, les affaires de vol à l'arraché, de cambriolage, sont intimement liées à la consommation du crack. Plus de la moitié des personnes incarcérées en Martinique ont un lien avec le trafic de drogue. À la brigade des stupéfiants, on traite des dizaines d'affaires par mois et l'on traque, surtout les revendeurs. Salut Yannick. Bonjour patron. Ça va? Ça va. Alors, quoi de neuf? Mignolien pour ce matin. Et Mignolien? On va le serrer cette semaine. Ouais, c'est bon, ça sent bon ça? Beaucoup de crack est fait localement, si vous voulez. C'est fait dans les cuisines. Ils ont des petits labos clandestins, c'est très simple à faire. Donc avec très peu de cocaïne, ils font du crack. Donc il suffit d'avoir la matière première, c'est la cocaïne, qu'on fait cuire avec des produits dont je vous tairai le nom, et qui donnent par transformation chimique tout simplement le crack, des petits cailloux, espèce de petits cristaux. Ensuite les toxicomanes fument dans les pipes à crack. Contrairement à la cocaïne, pas besoin de laboratoire ou de chimiste pour fabriquer le crack. Le mélange est fait maison. La cocaïne est additionnée à des produits ménagers extrêmement toxiques. La matière solidifiée a l'aspect d'une brique blanche. Elle craque quand on la brûle. C'est de là que vient son nom. Le meilleur moyen de coincer les dealers de crack est d'intervenir sur un flagrant délit. Cela permet la comparution immédiate devant le procureur. Pour déterminer l'infraction, le produit est testé. C'est le test de Merck. Donc c'est très simple, on prend un peu de produit. On met le réactif. Et ça vire au bleu. Voilà, tout simplement. Bah, ça veut dire que c'est positif, il y a une présence de cocaïne. Voilà. Les saisies sont nombreuses. Une partie est stockée sur place, avant destruction.
Donc là, ça fait c'est une des pièces où on entrepose une partie de nos produits appréhendés. Donc en attente des instructions du parquet en fait. Voilà. Voilà un petit peu le crack, comment il est vendu sur Fort-de-France. Donc c'est des petits cailloux comme ça. Chaque petit caillou, c'est environ 10 €. Ça se vend très bien. Voilà. Donc une dizaine de petits cailloux, ça fait déjà 100 €. Quoi. Et en conditionnement, c'est plus simple à planquer que de l'herbe. C'est pas volumineux, ça rapporte 10 fois plus. Donc forcément, on comprend que les trafiquants préfèrent ce genre de trafic. Un trafic organisé en majorité à partir des îles voisines et qui arrose les départements français d'outre-mer, la Martinique, mais aussi la Guadeloupe. Le pouvoir d'achat y est plus élevé qu'ailleurs. Que ce soit ici ou en métropole, le marché de la drogue répond toujours à la même règle, celle de l'offre et de la demande. Oui, tu peux répéter le para-écho à toi. Au poste central des douanes, un nouveau bateau suspect a été signalé par l'avion. Les équipes terrestres et maritimes sont immédiatement prévenues. On a un bateau suspect qui faisait route sur l'Atlantique, donc on pense qu'il est en train de faire, qui remontait du sud. On pense qu'il va faire un tour du côté du François Robert à peu près. Ah, donc pour moi, il est en train de tirer un bord. Dans le système, il a été interrogé, il apparaît nulle part, donc c'est intéressant d'aller voir parce qu'il est vraiment pas connu et c'est curieux quoi. Il y a des terrestres dehors là aujourd'hui, on sait. Oui, Fernand le sait. C'est intéressant, c'est que là il a une route au 30, c'est-à-dire qu'en fait il passe du côté atlantique. Alors est-ce que c'est une route pour rentrer en Europe continentale ou est-ce que c'est une route pour aller sur une autre île, ça on ne le sait pas. Donc on va faire un contrôle, on va s'en assurer, on va contrôler le bateau pour voir si ça correspond bien, enfin, en tout cas au niveau des passagers, ce sont bien ceux qui étaient là au départ, et puis faire le contrôle du bateau en fait de manière. On a voulu que vous alliez faire un tour pour voir ce que c'est à toi. Ouais, ok. Ok, je vais te donner les caractéristiques du bateau. Non loin des côtes, une vedette de surveillance rapide des douanes est sur zone. Une équipe de visite part en direction du bateau suspect. C'est là-bas, là. Ce voilier anglais fait route vers le large. Ces bateaux de plaisance peuvent transporter plusieurs centaines de kilos de cocaïne. Leurs membres d'équipage sont régulièrement recrutés pour faire passer la marchandise vers l'Europe. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer au service des douanes? Pas de marchandises, de sommes, titres, valeurs? Non, je ne pas. Non. Très bien. Vous venez d'où? Saint-Lucie. Sainte-Lucie. Oui. Sainte-Lucie, une île au sud de la Martinique, qui est aussi une zone de transit pour la drogue à destination des Antilles françaises. La route du voilier est scrupuleusement contrôlée. Ça, c'est le journal de bord dans lequel il marque toutes les escales qu'il a effectuées. Donc ça nous permet de suivre s'il est passé dans des endroits sensibles ou non. Alors les bateaux qui nous intéressent ici dans la zone, c'est les bateaux qui remontent du sud. Puisque le sud, et notamment du sud de l'Arc-en-Tillet, du Venezuela, voire de la Colombie, ce sont des zones qui sont sensibles pour ce qui nous concerne en matière de stupéfiants. Donc on va contrôler en priorité les bateaux qui remontent du sud plutôt que ceux qui descendent ou qui naviguent dans la zone. Donc la navigation effectuée paraît cohérente. De toute façon, on va faire un tour à bord, hein, et on va quand même vérifier s'il n'y a pas de marchandises illicites à bord. Un bateau de plus de 10 mètres comme celui-ci nécessite une fouille approfondie. Well, what is it? J'essaie de voir qu'il n'y ait pas de
de fausses cloisons ou d'endroits qui puissent... Voilà. Le but du jeu, c'est de parvenir à voir tous les compartiments du navire, de l'avant à l'arrière, y compris le compartiment moteur, toutes les cavités, tous les compartiments qui sont susceptibles de contenir des produits illicites. Okay. Après 1 heure de recherche, rien de suspect, tout semble normal. Les fouilles sont la spécialité des douaniers. Ils sont formés pour cette pratique qui demande des connaissances techniques très poussées. Bon, ça me change du dernier contrôle, moi. J'avais fait à Ego. La drogue peut arriver en Europe de multiples façons. Plus de la moitié est transportée par ces immenses porte-conteneurs. Voici le Fort Sainte-Marie, un véritable hangar flottant de 200 mètres de long. À son bord, des centaines de réservoirs, de cuves, de ballasts, autant de caches idéales pour les trafiquants. Les douaniers se préparent pour un exercice grandeur nature. Ils vont d'abord étudier les plans de ce bateau pour comprendre comment il est construit et où peuvent se trouver d'éventuelles caches aménagées. Donc ce bateau est intéressant parce que sur la partie arrière, sur la partie avant, et ensuite tous les réservoirs de stockage ou de ballast ressemblent de toute façon aux autres types de bateaux. Donc, ce qui permet de retrouver globalement, dans le cadre d'un exercice, ce qu'on pourrait avoir dans un cadre opérationnel. C'est parti. Direction l'arrière du bateau où se trouvent les réservoirs à eau. Allez, vous suivez par là ? Réservoir en fait central qui est sur l'arrière d'eau. Donc ça on a vu ça sur le plan. Et l'entrée du puits de chaumière qui est ici. Donc on va faire détaper les deux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que ce qu'on a pu travailler sur les plans, d'accord, correspond à la réalité. C'est-à-dire qu'on va prendre des mesures à l'intérieur pour voir s'il y a eu une transformation du réservoir ou pas. Une fois équipé, il faut descendre dans ces cuves où l'air est souvent irrespirable. Déjà, reste un petit peu là pour tester. Apparemment, ça ne varie pas au niveau oxygène, donc c'est bon. Armé de sa mini-caméra, le douanier pourra inspecter les espaces les plus confinés. On utilise un vidéo-endoscope avec une fibre optique qu'on peut plier dans tous les sens, qui nous permet d'aller vérifier dans les moindres recoins d'un bateau, dans des faux plafonds, dans des fausses cloisons, y compris d'avancer un peu plus loin qu'un homme n'irait dans un réservoir. Le réservoir est constitué de plusieurs cavités qui servent normalement à stocker l'eau de mer. Les trafiquants peuvent aussi l'aménager pour accueillir un chargement à sec. De fausses parois peuvent y être ajoutées. Avec la précision d'un géomètre, le douanier calcule donc les distances qui séparent chaque cloison afin de vérifier que tous les murs sont d'origine. Pour cela, il utilise un appareil, le télémètre. Donc là, on va vérifier exactement les longueurs, largeurs, profondeur. Vous avez des cas où on a rajouté une cloison, par exemple. Donc c'est un trompe-l'œil, en fait. Vous rentrez, vous pensez le cal a à peu près la même forme sur le plan. Par contre, il va être plus petit en volume. Et la cache sera derrière la cloison. Et il y a un endroit incontournable dans chaque fouille de bateau. C'est ce lieu. On l'appelle le puits de Jaumière. Alors voilà, là on est dans le local qui s'appelle le puits de Jaumière. Alors il est intéressant, pourquoi? Parce que là où je suis, où je marche, ça peut être totalement évidé. C'est-à-dire que là, un petit exemple, là il y a un petit trou qui peut être beaucoup plus grand, qui peut faire tout cet espace et permettre à des plongeurs de l'extérieur de parvenir dans cet espace et donc de cacher de la drogue à l'insu totalement de l'équipage du bateau. Suite des fouilles. Il faudrait plusieurs jours pour vérifier l'ensemble du navire. Celui-ci peut transporter jusqu'à 11 000 tonnes de marchandises. Donc voilà l'entrée de la cale. Une des cales du bateau, parce qu'il n'y a pas que celle-là. C'est dans ces cales que se trouvent les conteneurs. Certains offrent des ouvertures très facilement accessibles. Comme vous voyez, il y a une petite trappe là-haut qui peut être ouverte. Et
charge en fait en drogue à l'intérieur. Ce sont des conteneurs qui sont intéressants à vérifier. Bien sûr parce qu'ils sont pas scellés et qu'ils peuvent servir à transporter de la marchandise qui arrive à destination sans problème. Des bateaux comme celui-ci transportent près de 3500 conteneurs qui ont des provenances multiples. Difficile de pouvoir tous les contrôler. Les porte-conteneurs suivent des routes maritimes régulières. Ils attirent peu l'attention et sont donc très prisés des trafiquants. La drogue peut donc faire la traversée sans que l'équipage ne se doute de quoi que ce soit. Retour à l'antenne Caraïbes, le service qui centralise le renseignement et qui traite principalement des grosses affaires de cocaïne, s'intéresse aussi au trafic local. Des écoutes ont été effectuées sur un commanditaire présumé. L'un des groupes opérationnels se prépare pour faire une surveillance de son domicile. Le chef de groupe fait d'abord un briefing. Alors en deux mots, on a un renseignement de Sainte-Lucie qui nous dit que y a deux mecs qui sont là, qui sont d'origine haïtienne, qui auraient tiré sur un gars lors d'une soirée, il lui aurait mis une balle dans le ventre. Ces deux gars auraient récupéré, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, 5 kilos de cocaïne qui serait d'une qualité médiocre. De cette cocaïne, ils veulent négocier 1 kilo pour transformer en crack. Alors, on a des points de chute là qu'on va essayer de cerner cet après-midi. Le but étant de les prendre en filoche. Si on arrive à concrétiser cet après-midi un rencard pour la transaction, on essaiera de les péter à ce moment-là. Voilà. Je place les mecs. Un dispositif de 7 personnes sera installé autour du domicile. Deux voitures et une moto se tiendront prêtes à entamer une filature si le moindre mouvement suspect est constaté. Un camion fera office de planque, c'est ce que l'on appelle dans le jargon un sous-marin. Le principe, toutes les vitres sont teintées pour éviter d'être vues de l'extérieur. Je sais pas, tu vois comment tu peux te mettre? Je vois la voiture rouge, c'est bon? Le véhicule est garé de façon à avoir la meilleure vue sur le domicile. Il s'agit de l'appartement où est installée la petite amie du trafiquant présumé. La surveillance commence. L'œil doit être en permanence rivé sur la cage d'escalier, à l'affût de chaque mouvement. Une filature, il faut justement rester attentif parce que ça peut partir à n'importe quel moment et vu qu'il y a un dispositif qui est en place, ce moment d'inattention pourrait mettre une opération en l'air. C'est pour ça qu'il faut en permanence être sur notre objectif. Elle est juste avant la cage d'escalier. D'accord, je la vois d'ici. Alors je vois l'avant de la Clio, donc si ça rentre dans la Clio, j'aurais vu dessus. Le but est de comprendre comment s'organisent les transactions et qui est impliqué dans ce trafic. Pour cela, l'appareil photo est un outil indispensable. Chaque personne qui entre et qui sort de l'appartement, chaque plaque d'immatriculation, tout est photographié pour établir plus tard les habitudes, l'emploi du temps et les fréquentations du trafiquant. C'est des gros poissons quand même. Il y en a un qui est auteur d'homicide, il y en a d'autres, ce sont des trafiquants notoires. Et face à une situation dangereuse comme celle-ci, mieux vaut savoir se faire discret. Un camion qui bouge tout seul sans personne à bord, ça attire tout de suite l'attention, donc faire le moins de bruit possible, éviter tout ce qui pourrait attirer l'attention de quelqu'un qui passera à proximité du camion. Tout à coup, une femme s'approche. Pierre la photographie au risque de se faire repérer. Si jamais elle s'approche du véhicule, on va savoir à qui on a affaire. Bon, il est sûr que si on voit que ça devient trop chaud, que bon, ce camion attire vraiment l'attention, on lève le dispositif. Au bout de 3 heures d'attente, l'un des trafiquants présumés sort de l'immeuble. Il monte à bord de son véhicule. Ouais, la Twingo rouge, ça va démarrer. Il y a le deuxième gars qui paraît être un des Haïtiens, remonte au volant de la voiture, il avait un sachet blanc dans les mains. C'est parti. C'est parti sur la gauche. Dans le sachet blanc, certainement de la cocaïne ou du crack qui sera revendu localement. Sur les Antilles,
Il suffit que bon, ceux qui s'y connaissent un petit peu s'aperçoivent que la marchandise est de mauvaise qualité. Plutôt que de repartir avec ou de la jeter, ils essayent d'en tirer un bénéfice net en la vendant à des toxicomanes dans la rue. Après l'avoir transformée en crack. Parce que les toxicomanes sont très friands de crack, quoi. C'est pas... La cocaïne, bon, c'est plutôt destiné à être exporté sur la métropole, peut-être sur l'Europe également. Et quand la cocaïne repart de Martinique, c'est bien souvent par les airs qu'elle transite. Nous sommes à l'aéroport du Lamentin, près de Fort-de-France. 4 à 5 vols par jour vers la métropole. Des milliers de passagers en transit. Cet aéroport offre aux trafiquants une véritable porte d'entrée vers l'Europe. Difficile pour la police et les douanes de contrôler tout ce qui passe. La drogue peut être dissimulée dans les bagages, mais aussi transportée dans l'estomac ou les intestins. Ces personnes qui avalent la drogue sont appelées les mules ou les bouletteux. Elles peuvent transporter plusieurs kilos de cocaïne et prennent de vrais risques. Si les sachets ingérés explosent, c'est la mort assurée. Nous sommes à l'hôpital de la Ménard, à Fort-de-France. Yannick, de la brigade des stupéfiants, vient de récupérer les radios d'un homme arrêté hier à l'aéroport. Bon, c'est bon, ça s'est bien passé? Ouais, impeccable. Tiens, regarde, je vais te montrer la première radio qui a été faite hier, quand tu es arrivé. Donc, il faudrait que tu nous expliques un petit peu, c'était quoi qu'il y avait là, tes intestins, toute cette partie. D'après le médecin, ça représentait 10 cm sur 3 ou 4 de diamètre. C'était quoi qu'il y avait? Tu sais. Mais c'est quoi? Je sais. Dis-moi ce qu'il y avait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais rien. 100 grammes? Plus? Moins. C'est quoi? Après les proportions. Dans mes trucs là, vous avez bien entendu que j'ai vendu de la cocaïne. Mais non, c'est pas ce qu'on t'a dit. On t'a dit que tu trimballais quelque chose dans le corps et puis... Oh, c'est quand même assez rare d'avoir de la résine de cannabis dans les intestins des gardés à vue, en fait. Donc c'est soit de la cocaïne, soit un peu de crack. Il l'a mis certainement dans des préservatifs et puis il se l'a introduit dans l'anus, quoi, tout simplement. Donc après, on va voir avec les compagnies aériennes s'ils se destinaient à aller vers la métropole ou autre. Là, on n'a toujours pas les réponses. Mais c'est effectivement très rare d'avoir des personnes qui trimballent de la cocaïne comme ça, enfin des bouletteux, quoi. Ces personnes qui transportent la drogue sont souvent recrutées par de vastes réseaux, organisés parfois depuis la région parisienne. Une affaire occupe l'antenne Caraïbe depuis quelques mois. Des passeuses, des jeunes femmes qui viennent de la banlieue parisienne, sont recrutées en métropole. Les trafiquants leur payent une semaine de vacances en Martinique. Elles arrivent, les valises pleines de résine de cannabis, et repartent avec de la cocaïne. La Martinique est la base arrière de ces trafiquants. Une quinzaine de personnes a déjà été mise en examen et écrouée dans cette affaire. Il est 5 h du matin. Un trafiquant présumé qui aide à recruter des passeuses est sur le point d'être interpellé. Donc on va à son petit domicile, histoire de le réveiller un peu, de lui rafraîchir un peu aussi les idées et de voir s'il gagne un billet ou pas pour la région parisienne où se trouve en fait le juge d'instruction qui est en charge en fait de ce dossier. Si les passeuses arrivent avec de la résine dans leur valise, c'est que le produit est rare en Martinique. Tellement rare que l'échange est aujourd'hui de 1 kg de résine contre 1 kg de cocaïne. Un deal très intéressant pour les trafiquants. Allez, oh là 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 là. Les policiers s'apprêtent à intervenir, ils sont cagoulés. En général, on la met. On a toujours des gens qui nous reconnaissent. Et puis, une question d'impact psychologique également au moment de l'intervention. Il est là. Il est là. Ça donne ici? Ouais, alors en fait, c'est là à droite. Ici. C'est sa voiture à gauche. Okay. On essaie de sortir doucement. Ouais.
Il est 6 heures, heure légale pour pénétrer dans un domicile, avec autorisation du juge d'instruction. Bonjour monsieur, police judiciaire. Ok. C'est pas un souci. Ah non, c'est bon, bonjour, il n'y a pas de souci. T'es tout seul chez toi? T'es tout seul chez toi? Oui, oui, monsieur. Il est 6h20, tu es en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. On est d'accord? Oui. C'est un juge d'instruction de la région parisienne qui nous demande de t'interpeller. Tu sais pourquoi on est là? Je suppose, mais bon... Bon, ben c'est parfait. Il y a quelque chose chez toi ou pas? Il y a rien, oui. Bon, ben d'accord, on y va. Allez, c'est parti. De l'autre côté de l'île, dans cette même affaire, un autre trafiquant présumé est sur le point d'être interpellé. Une perquisition en règle est entamée. Pourtant, c'est pas très grand, ça va aller vite. On va laisser travailler le chien, peut-être. Après, hein. Un chien va fouiller les environs sur la trace de produits stupéfiants. On va faire passer le chien stup chez toi. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien? Je t'ai dit 100%. Non, je t'explique, parce que si lui il sent quelque chose, il peut tout bouffer. Eh bien d'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais si vous le dites, la boîte qui est avec moi... Je vérifie qu'il n'y a pas de drogue qui reste cachée quelque part. Sur l'autre arrestation, on cherche aussi de la marchandise. Tout est scruté à la loupe, les papiers, les relevés de banque, tout ce qui peut avoir un lien avec l'affaire servira de preuve. Il ne faut pas cacher ça dans la chambre. Habitué de la nationalité Sainte-Lucienne? Oui, j'ai né à Sainte-Lucie. D'accord. J'ai vu ici. Et ben voilà, c'est tout. Je te dis pas que je vais t'expulser demain. Ok. Retour à l'office. La garde à vue va commencer. Elle durera au maximum 4 jours. Le but est de chercher à savoir quelles sont les relations des deux suspects, ce qu'ils savent sur les trafiquants locaux. Bref, tout ce qui pourra servir à remonter la filière jusqu'au commanditaire. Les deux hommes sont entendus séparément. Ton deuxième prénom, c'est quoi? À titre exceptionnel, la police nous a autorisés à assister à l'une de ces auditions. C'est ici que le face-à-face commence. Il faut être fin psychologue, ne pas dévoiler entièrement son jeu, savoir prêcher le faux pour avoir le vrai, pour arriver enfin à des aveux. Donc aujourd'hui, et quoi? Le policier dispose d'un moyen de pression. L'une des passeuses a en effet déjà parlé. Pourquoi, comme par hasard, cette passeuse-là, qui a fait et qui fait un passage, dit par la suite, ben oui, m'avait également proposé. Dis-moi, explique-moi. Arrête de tourner autour du pot et arrête de tortiller du cul. Est-ce que tu lui as proposé, oui ou non? C'est ce que je te pose comme question. Je n'ai pas proposé. Je n'ai pas proposé de faire quoi que ce soit pour moi. Et pourquoi elle le dit? Je sais pas. Moi, je fais elle fait d'autres déclarations qui ne te concernent pas, dans laquelle elle reconnaît son implication. Elle a absolument rien à perdre. Et absolument rien à gagner non plus. Elle n'aurait rien à gagner en disant ça. Voilà, là tu commences à parler, garçon. Ah, mais là tu commences à parler. Bref, toi tu lui dis, attends, si je comprends bien, toi tu lui dis, il y a quelqu'un qui me demande une nana pour faire des passages. Donc ça correspond un peu à ce qu'elle dit. Moi, je connais quelqu'un. Bon, ça, c'était pour jouer le fier, parce que bon, voilà, je connais tout le monde. Bon, d'accord. En fait, c'est bon, j'ai compris. Par contre,
j'ai d'autres questions à te poser. Si tu continues comme ça, très honnêtement, là, t'as le demi-billet. Là, pour le moment, t'as le demi-billet d'avion. Et pour l'autre partie, tu auras le billet d'avion complet. Et là, c'est un aller pour quelque temps, je te le dis. Alors, joue pas. Non, mais je te dis, joue pas. Pourquoi? Un aller qui pourrait conduire cet homme devant les tribunaux de la région parisienne, où il pourrait être entendu par la juge d'instruction. L'enquête déterminera s'il n'est qu'un maillon de la chaîne. Selon son degré d'implication, sa peine pourra aller jusqu'à 10 ans de prison. Depuis que la coopération existe entre les services, les douanes, la marine, la police et la gendarmerie, 22 organisations criminelles importantes de la cocaïne en France ont été démantelées. Plus de 200 personnes ont été mises en prison. Les résultats sont là. Même si aujourd'hui, seuls 25% de la drogue à destination de l'Europe est interceptée. Pour les services de l'État français, la partie est donc loin d'être gagnée et la lutte s'annonce sans relâche.